Ce mardi matin de novembre, j'ai failli changer le cours de ma vie en sortant les poubelles. Il était 8 heures. Le soleil d'automne filtrait à travers les nuages gris et l'air sentait la pluie proche. J'ai enfilé mon vieux cardigan beige, celui que Pierre m'avait offert il y a 15 ans, avant sa mort, et j'ai attrapé le sac poubelle dans la cuisine. À 71 ans, on a ses routines. Mardi et vendredi, les poubelles, mercredi, le marché, jeudi, la bibliothèque. Des petits repères qui structurent les journées quand on vit seul. J'ai descendu les 4 étages lentement, en tenant la rampe. Mes genoux me rappellent chaque matin que je ne suis plus jeune. En bas, dans la cour de l'immeuble, les conteneurs verts alignés attendaient. J'ai ouvert celui du recyclage et j'ai commencé à vider mon sac. C'est là que je l'ai vu. Un morceau de papier épais, beige crème, coincé entre 2 bouteilles en plastique. Pas du papier ordinaire, du papier de qualité, avec un grain élégant, et dans le coin supérieur gauche, partiellement déchiré, un logo en lettres dorées. Mon cœur a fait un bond bizarre. J'ai reconnu ce logo. Même déchiré en 2, je l'aurais reconnu n'importe où. Les lettres entrelacées à elle, dans un cercle doré. Et en dessous, ce qui restait du nom, Itre Arnaud Leff. Maître Arnaud Lefebvre, le notaire. Le notaire de ma tante Odette. Ma tante Odette, qui était morte il y a 4 mois. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi une lettre du notaire de tante Odette se trouvait-elle dans mes poubelles? J'ai regardé autour de moi. La cour était déserte. Madame Chen du 3e étage arrosait ses plantes sur son balcon, mais elle ne me regardait pas. J'ai plongé la main dans le conteneur. Je sais, c'est ridicule. Une vieille dame de 71 ans qui fouille dans les poubelles comme une SDF. Mais quelque chose dans ma poitrine me criait que ce morceau de papier était important, vital même. J'ai trouvé un 2e morceau, puis un 3e. Ils étaient éparpillés entre les déchets recyclables, journaux, cartons, bouteilles. Quelqu'un avait déchiré cette lettre en petits morceaux et l'avait jetée ici, dans notre conteneur. 8 morceaux en tout. Je les ai ramassés tous, en essuyant mes doigts sur mon cardigan. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. J'ai remonté les escaliers plus vite que d'habitude, malgré mes genoux qui protestaient. Dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte. Je ne sais pas pourquoi. Un réflexe. Puis je me suis installée à la table de la cuisine, sous la lumière crue du plafonnier. J'ai étalé les 8 morceaux devant moi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir 1 minute, respirer profondément. « Calme-toi, Jacqueline », je me suis dit à voix haute. Ma propre voix dans le silence de l'appartement m'a fait sursauter. J'ai commencé à assembler les morceaux comme un puzzle. Le coin supérieur gauche, le logo complet. Maître Arnaud Lefebvre, notaire. 15 rue Gambetta, Lyon. Le coin supérieur droit, une date. Le 23 juillet 2025. Juillet, il y a 3 mois. Mon estomac s'est noué. J'ai continué. Les morceaux du milieu étaient plus difficiles. Les bords déchirés ne correspondaient pas toujours parfaitement. J'ai dû essayer plusieurs combinaisons. Mes lunettes glissaient sur mon nez. Je les ai remontées d'un geste impatient. Et puis j'ai vu mon nom. Madame Jacqueline Dubois. Mon nom. Sur une lettre du notaire de ma tante morte. Une lettre datée du 23 juillet. Une lettre que je n'avais jamais reçue. J'ai attrapé le rouleau de scotch transparent dans le tiroir. Mes doigts ne m'obéissaient plus. J'ai fait tomber le scotch 2 fois avant de réussir à en détacher un morceau. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à reconstituer la lettre. Madame Jacqueline Dubois, suite au décès de votre tante, Madame Odette Rousseau, survenu le 15 juin 2025, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes bénéficiaire de son testament. Votre tante vous lègue la somme de... Le morceau suivant,
Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser mes coudes sur la table pour les stabiliser. Aux 180 000 euros, 180 000 euros, ainsi que 180 000 euros. Le monde a basculé. J'ai dû m'agripper au bord de la table. Ma vision s'est brouillée. 180 000 euros. Tante Odette m'avait laissé 180 000 euros. Et je n'avais jamais reçu cette lettre. J'ai fini de reconstituer le texte, les mains mécaniques, le cerveau engourdi par le choc. Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès pour procéder aux formalités. 6 mois, à compter du 15 juin, ça faisait jusqu'au 15 décembre. Nous étions le 8 novembre. Il me restait 5 semaines. 5 semaines pour réclamer 180 000 euros dont je ne savais rien. Je me suis levée, j'ai fait les 100 pas dans la cuisine, mon cœur cognait dans ma poitrine comme un tambour fou. Qui avait intercepté cette lettre? Qui l'avait déchirée? Qui l'avait jetée dans mes propres poubelles? Et puis, comme une lame de glace dans le dos, une pensée m'a traversée. Thomas, mon fils Thomas. Ces derniers mois, depuis la mort de tante Odette, il venait souvent. Je passe chercher ton courrier, maman. T'inquiète pas, je regarde s'il y a quelque chose d'important. Il montait, prenait le courrier dans ma boîte aux lettres, me donnait les factures et les publicités. Rien d'intéressant aujourd'hui, maman. Rien d'intéressant. Je me suis rassise lourdement sur ma chaise. Thomas avait la clé de ma boîte aux lettres. Je lui avais donné un double l'an dernier pour m'aider quand j'étais hospitalisée pour mon genou. Thomas savait que tante Odette était morte. Thomas m'avait demandé, il y a 2 semaines, si j'avais fait mon testament. Faut penser à ces choses-là, maman. À ton âge, j'ai regardé la lettre reconstituée, scotchée, fragile. 180 000 euros. Mon fils, ma propre chair et mon propre sang. Non, c'était impossible. Thomas ne ferait jamais. Mais la lettre était là, déchirée, dans mes poubelles. Et je ne l'avais jamais reçue. J'ai passé 2 heures à finir de reconstituer cette lettre. 2 heures assise à ma table de cuisine, sous la lumière blanche du plafonnier, avec mes 8 morceaux de papier, mon scotch transparent et mes lunettes qui glissaient sans cesse sur mon nez mouillé de larmes. Parce que oui, je pleurais. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient et que j'essuyais du revers de la main, encore et encore. Le morceau du bas gauche était le plus difficile, déchiré en diagonale, avec des bords irréguliers. J'ai dû essayer 5 positions différentes avant de trouver la bonne. Mes doigts étaient gourds. Le scotch collait partout, sauf là où il fallait. Mais j'ai réussi. À 10h30, j'avais devant moi la lettre complète. Abîmée, fragile, couverte de bandes de scotch transparent qui faisaient briller le papier par endroits, mais lisible. Madame Jacqueline Dubois, suite au décès de votre tante, Madame Odette Rousseau, survenue le 15 juin 2025, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes bénéficiaire de son testament. Votre tante vous lègue la somme de 180 000 euros, 180 000 euros, ta propriété située au 8 rue des Lilas, Vol-en-Velin. Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès pour procéder aux formalités de succession. Vous pouvez nous joindre au 08 78 42 15 88. Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées. Maître Arnaud Lefebvre, une propriété. Tante Odette m'avait aussi laissé sa maison. Cette petite maison dans la banlieue de Lyon, avec son jardin plein de roses, j'y allais enfant. Je me souvenais de l'odeur du lilas au printemps, des tartes aux prunes de tante Odette, de son chat roux qui dormait sur le perron. Combien pouvait valoir cette maison aujourd'hui? 100 000 euros, 150 000, 300 000 euros au total, peut-être plus. Et je n'en savais rien. J'ai relu la lettre 3 fois, cherchant une erreur, un détail qui prouverait que ce n'était pas réel.
Mais non, tout était là. La date, mon nom, l'adresse du notaire, le numéro de téléphone. Cette lettre avait été envoyée le 23 juillet. Nous étions le 8 novembre. Plus de 3 mois. J'ai attrapé mon téléphone portable, celui que Thomas m'avait offert l'année dernière, pour que je puisse te joindre facilement, maman. J'ai vérifié l'historique des appels. Aucun numéro commençant par 0478. Le notaire n'avait jamais appelé. Ou plutôt, il avait appelé, mais pas sur mon numéro. Je me suis levée. Il fallait que je bouge, que je réfléchisse. J'ai fait les 100 pas entre la cuisine et le salon. Mes pantoufles faisaient un petit bruit étouffé sur le parquet. Les souvenirs remontaient. Des détails que j'avais ignorés. Des petites choses bizarres que j'avais mises sur le compte du hasard, de l'oubli, du vieillissement. Juillet. Thomas était venu presque tous les jours. Je passe en rentrant du travail, maman. Je prends ton courrier. Il montait, ressortait 5 minutes plus tard. Rien d'important. Des pubs, une facture d'électricité. Le 23 juillet. La date de la lettre du notaire. Thomas était venu ce jour-là. Je m'en souvenais parce que c'était l'anniversaire de Pierre, mon mari mort. J'étais triste. Thomas m'avait fait un câlin. « Courage, maman, papa veille sur toi. » Août. Thomas avait insisté pour que je fasse une assurance vie. « Maman, à ton âge, c'est important, pour me protéger, pour couvrir les frais d'enterrement. » Il avait même apporté les papiers. J'avais refusé. « Je ne vais pas mourir demain, Thomas. J'ai 71 ans, pas 90. » Il avait eu l'air déçu. Septembre. Thomas parlait beaucoup de santé. « Tu devrais faire un bilan cardiaque complet, maman. À ton âge, on ne sait jamais. » « Tu es essoufflée en montant les escaliers? C'est pas normal. » J'ai lu un article sur les AVC chez les femmes de plus de 70 ans. Comme s'il voulait me faire penser à la mort, à ma mort. Octobre. Il y a 3 semaines. Céline, sa femme, avait dit une phrase étrange pendant le déjeuner dominical. On parlait de leurs vacances. Céline avait dit « On pourra s'offrir mieux quand on aura les riz. » Elle s'était arrêtée net, avait rougi. Je veux dire, dans longtemps, bien sûr, tu as encore des années devant toi, Jacqueline. L'héritage. Elle parlait de mon héritage, celui qu'il recevrait à ma mort. J'ai senti mes jambes flageoler. Je me suis accrochée au dossier du canapé. Thomas, mon fils unique, l'enfant que j'avais mis au monde il y a 45 ans, que j'avais élevé seul après la mort de Pierre, pour qui j'avais travaillé comme caissière pendant 20 ans pour payer ses études d'ingénieur. Thomas attendait que je meure. Non, pire. Thomas voulait que je meure sans savoir pour l'héritage de tante Odette. Parce que si je mourais sans le réclamer, tout lui reviendrait, comme mon seul héritier. Les 180 000 €. La maison de Vaux-en-Velin. Plus ma propre appartement ici, à Lyon 3e. Un 3 pièces qui valait au moins 250 000 €. Au total, 450 000 €, peut-être 500 000. Un demi-million d'euros. Voilà ce que valait ma vie pour mon fils. J'ai dû m'asseoir. Ma vue se brouillait. J'avais chaud, puis froid. Mes mains tremblaient. Il fallait que je vérifie une chose. J'ai attrapé mon trousseau de clés. Mon vieux trousseau, celui que je gardais dans le tiroir de l'entrée, avec la clé de ma boîte aux lettres. La clé originale, celle que j'avais depuis 15 ans. L'année dernière, quand j'étais à l'hôpital pour mon genou, Thomas avait dit qu'il avait besoin d'un double. Pour t'aider, maman, pour gérer ton courrier pendant ton hospitalisation. Je lui avais donné, mais j'avais gardé mon original. J'ai descendu les 4 étages. Il était 11 heures. La cour était vide. Tant mieux, je ne voulais pas qu'on me voie faire ça. J'ai sorti ma vieille clé. Je l'ai glissée dans la serrure de ma boîte aux lettres. Elle ne rentrait pas. J'ai forcé un peu. Rien. La clé ne correspondait pas.
J'ai regardé la serrure de plus près. Le métal brillait, trop brillant, trop neuf. Quelqu'un avait changé la serrure. Quelqu'un qui n'était pas moi. Thomas. Thomas avait changé le verrou de Emma boîte aux lettres, sans me le dire, pour contrôler mon courrier. Je suis remontée chez moi, les jambes en coton. Dans l'appartement, je me suis laissée tomber sur le canapé. La lettre reconstituée était toujours sur la table de cuisine, avec ses bandes de scotch transparent, avec les 180 000 € écrits noir sur blanc. Mon fils avait intercepté cette lettre, avait changé ma serrure, attendait que je meure. Et moi, idiote, je lui avais ouvert ma porte avec le sourire chaque dimanche. « Bonjour maman, tu as fait un bon gâteau ?»« Oui mon chéri, pour toi. Pour toi qui compte les jours avant mon enterrement. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée dans mon lit, dans le noir, j'écoutais le tic-tac de l'horloge du salon. Chaque seconde résonnait comme un coup de marteau. Tic, mon fils a volé mon courrier. Tac, mon fils attend ma mort. Tic, 300 000 €. Tac, il a changé ma serrure. À 3 heures du matin, j'ai abandonné. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre en laine, celle que Thomas m'avait offerte à Noël dernier, ironie du sort, et je suis allée dans la cuisine. J'ai mis de l'eau à chauffer pour une tisane, tilleul et camomille, celle que je bois quand je ne peux pas dormir. Quand Pierre est mort, j'en buvais 3 tasses par nuit. La lettre reconstituée était toujours sur la table. Je l'avais mise dans une chemise en plastique transparent pour la protéger, comme une pièce à conviction. Parce que c'était ça, une pièce à conviction. La preuve que mon fils était un voleur. J'ai bu ma tisane lentement, les 2 mains autour de la tasse pour me réchauffer. Novembre à Lyon, c'est le mois où le froid s'installe vraiment. Le chauffage ne suffisait pas. Ou peut-être que c'était moi qui étais glacée de l'intérieur. Il fallait que je réfléchisse, que je mette de l'ordre dans mes pensées. J'ai pris une feuille de papier et un stylo. Pierre disait toujours « Jacqueline, quand tu es perdue, fais une liste. Ça clarifie l'esprit. » J'ai écrit les preuves. 1. La lettre du notaire, déchirée et jetée dans mes poubelles. Qui avait accès à mes poubelles? Moi. Et Thomas, qui montait souvent jeter quelque chose en passant. 2. La serrure de la boîte aux lettres, changée sans mon accord. Je l'avais vérifiée. Ma vieille clé ne fonctionnait plus. Quelqu'un avait installé un nouveau verrou. Quand? Probablement en juillet, juste après l'envoi de la lettre du notaire. 3. Les lettres manquantes. Maintenant que j'y repensais, ma banque m'envoyait toujours des relevés trimestriels. Je n'en avais pas reçu depuis juin. Thomas m'avait dit « C'est normal, maman, tout est dématérialisé maintenant. » Mais je n'avais jamais demandé la dématérialisation. 4. L'assurance vie en août. Thomas avait insisté. « Pour couvrir les frais d'enterrement, maman, c'est raisonnable. » Il avait même calculé 20 000 € de capital d'essai. Bénéficiaire, lui. J'avais refusé. Il était parti fâché ce jour-là. 5. Les remarques sur ma santé. « Tu es essoufflée, maman. Tu devrais voir un cardiologue. À ton âge, il faut être prudent. » Comme s'il voulait me faire penser à la mort, me préparer ou me faire peur. 6. La phrase de Céline, « Quand on aura l'héritage ». En octobre, 3 semaines plus tôt, elle avait dit ça naturellement, avant de se reprendre, gênée. Ils en parlaient entre eux, de mon héritage, de l'argent qu'ils toucheraient quand je serais morte. 7. Le testament. Il y a 2 semaines, Thomas avait dit « Maman, on devrait discuter de ton testament. C'est important. Tu veux que tout soit clair, non ?» Je lui avais répondu que j'avais le temps. Il avait insisté. « À 71 ans, maman, on ne sait jamais. Un accident, une chute. » Une chute. Un frisson m'a parcouru. Thomas espérait-il un accident? Non, c'était trop. J'étais en train de devenir paranoïaque. Mais la lettre était là,
réel, déchiré. J'ai relu ma liste. 7 points. 7 preuves que mon fils contrôlait ma vie en attendant ma mort. La tisane était froide maintenant. Il était 4 heures du matin. J'ai pris une deuxième feuille. J'ai écrit ce que je sais. Tante Odette me laisse 180 000 € plus une maison. Thomas a intercepté la lettre du notaire. Il a changé ma serrure pour contrôler mon courrier. Il ne sait pas que j'ai trouvé la lettre. J'ai jusqu'au 15 décembre pour réclamer l'héritage, 5 semaines. Si je meurs avant sans l'avoir réclamé, tout va à Thomas. Ce dernier point me glaçait. Si je mourais maintenant, une crise cardiaque, une chute dans les escaliers, n'importe quoi, Thomas hériterait de tout. Les 300 000 € de tante Odette, plus mes 250 000 €. 550 000 €. Un demi-million. Est-ce qu'on peut tuer sa mère pour un demi-million? Je me suis levée. J'avais besoin de marcher, de bouger. Mes pensées tournaient en spirale et je commençais à avoir peur. Peur de mon propre fils. Peur dans mon propre appartement. J'ai regardé par la fenêtre. Léon dormait encore. Les lampadaires éclairèrent la rue vide. Quelques fenêtres allumées dans l'immeuble d'en face. Des insomniaques comme moi. Il fallait que je décide, maintenant. Option 1. Affronter Thomas immédiatement, lui montrer la lettre, exiger des explications. Risque, il pourrait nier, se fâcher, ou pire, faire quelque chose de désespéré. Option 2. Aller voir la police, porter plainte pour vol de courrier. Risque, une enquête longue, des preuves difficiles, et Thomas est mon fils. Pourrais-je vraiment l'envoyer en prison? Option 3. Agir en silence. Récupérer l'héritage d'abord, le mettre en sécurité, puis confronter Thomas. C'était l'option la plus sûre. J'ai repris mon stylo, nouvelle feuille, mon plan. Aujourd'hui 8 novembre. 1. Appeler le notaire dès l'ouverture, 9 h. 2. Prendre rendez-vous, urgent. 3. Rassembler mes documents, carte d'identité, livret de famille, acte de naissance. 4. Ne rien dire à Thomas. Important, jouer la comédie. Si Thomas venait dimanche comme d'habitude, je devais être normale, souriante, la maman gentille qui fait du gâteau, pas la maman qui sait qu'il attend sa mort. Ça allait être dur. Regarder mon fils dans les yeux en sachant ce qu'il avait fait. Mais je devais le faire. Parce que s'il comprenait que je savais, il pourrait agir, détruire des documents, inventer une histoire, ou pire. À 6 h du matin, j'ai entendu les premiers bruits dans l'immeuble. Madame Chen qui ouvrait ses volets, Monsieur Blanc qui sortait son chien. La vie reprenait. J'ai pris une douche. Je me suis habillée soigneusement. Pantalon gris, chemisier blanc, le collier de perles de maman, comme pour un rendez-vous important. Parce que c'était ça, le rendez-vous le plus important de ma vie. À 9 h précises, j'ai composé le numéro du notaire. Mes mains tremblaient. 3 sonneries. Cabinet Maître Lefebvre, bonjour. J'ai pris une grande inspiration. Bonjour, madame. Je m'appelle Jacqueline Dubois. Je dois parler d'urgence à Maître Lefebvre. C'est au sujet de l'héritage de ma tante, Odette Rousseau. Il y a eu un silence. Puis, Madame Dubois, nous vous avons écrit en juillet. Je sais, j'ai coupé. C'est justement pour ça que je dois le voir. Aujourd'hui, si possible. C'est compliqué. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Un instant, je vous prie. Musique d'attente. Mon cœur battait à tout rompre. Puis une voix d'homme, grave et posée. Madame Dubois, Maître Lefebvre à l'appareil, nous vous attendions. Pouvez-vous venir ce matin, disons 10 h 30? Oui, j'ai soufflé. Merci, merci infiniment. À tout à l'heure, madame. Et Madame Dubois? Oui. Apportez une pièce d'identité. Et si vous avez reçu notre courrier, apportez-le aussi. J'ai regardé la lettre reconstituée sur ma table. Je
j'ai dit. Je l'ai retrouvé. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait rue Gambetta, dans le 3e arrondissement, à 20 minutes de marche de chez moi. J'ai marché lentement, mon sac serré contre ma poitrine. À l'intérieur, ma carte d'identité, mon livret de famille et la lettre reconstituée dans sa pochette plastique. La preuve. Il était 10h15. Le soleil de novembre éclairait les façades haussmanniennes. Des gens pressés me doublaient sur le trottoir. La vie normale. Pendant que moi, je marchais vers la confirmation que mon fils me volait. Le cabinet occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble ancien. Une plaque dorée brillait à côté de la porte. Maître Arnaud Lefebvre, notaire. J'ai poussé la porte vitrée. L'intérieur sentait le vieux bois ciré et le papier. Une jeune femme d'une trentaine d'années était assise derrière un bureau d'accueil. Cheveux châtains tirés en chignon, lunettes fines, chemisier blanc impeccable. « Bonjour, madame. »« Bonjour, Jacqueline Dubois. J'ai rendez-vous à 10h30. » Elle a consulté son ordinateur. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression étrange. Surprise, un peu gênée. « Madame Dubois. »« Oui, bien sûr. Nous vous attendions. C'est juste que... » Elle s'est interrompue, a regardé son écran à nouveau. « Juste que quoi ?» j'ai demandé, sentant mon estomac se nouer. « Eh bien, nous avons essayé de vous joindre plusieurs fois après l'envoi du courrier, en juillet et août, mais vous ne répondiez jamais. Je n'ai reçu aucun appel. » Vraiment, elle a froncé les sourcils. Pourtant, j'ai appelé moi-même au moins 3 fois, sur le numéro que nous avions dans le dossier. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quel numéro? Elle a vérifié son écran. Le 0642 18 15 33. J'ai sorti mon téléphone. Mon numéro était affiché sur l'écran d'accueil 06 57 83 24 16. Ce n'est pas mon numéro, j'ai dit, la voix blanche. La secrétaire a écarquillé les yeux. Comment ça? Le 06 42 18 à 95 33, c'est le numéro de mon fils, Thomas Dubois. Le silence est tombé. La jeune femme me regardait, bouche légèrement ouverte. Votre fils? Oui. J'ai vu sur son visage le moment exact où elle a compris, où tous les morceaux se sont assemblés dans sa tête. Oh mon Dieu! Elle a murmuré. Je suis désolée, madame. Je ne savais pas. Nous avions ce numéro dans le dossier de votre tante. Nous pensions que c'était le vôtre. Quelqu'un a changé mon numéro dans le dossier. J'ai dit calmement, trop calmement, sans me le dire. Je vais prévenir Maître Lefebvre tout de suite. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle a disparu dans un couloir. Je me suis assise sur l'un des fauteuils en cuir du salon d'attente. Mes jambes ne me portaient plus. Thomas avait changé mon numéro de téléphone dans le dossier du notaire pour intercepter les appels, comme il avait intercepté le courrier. 2 minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années est apparu. Grand, cheveux gris soigneusement coiffés, costume sombre impeccable. Maître Lefebvre. « Madame Dubois, suivez-moi, je vous prie. » Son bureau était vaste, lambrissé de bois sombre. Des étagères remplies de dossiers montaient jusqu'au plafond. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil face à son bureau. La secrétaire vient de m'expliquer. Son ton était grave. Je suis profondément désolée. Cette situation est inhabituelle. J'ai sorti la lettre reconstituée de mon sac. Je l'ai posée sur son bureau. Il l'a regardée. Les morceaux scotchés, les bords déchirés, il a compris immédiatement. « Où avez-vous trouvé ceci ?»« Dans mes poubelles, déchirées, mardi matin. » Il a fermé les yeux brièvement. « Racontez-moi tout, madame, depuis le début. » Alors j'ai raconté la découverte dans les poubelles, la serrure changée sur ma boîte aux lettres, Thomas qui gérait mon courrier, ses questions sur le testament, la phrase de Céline sur l'héritage, tout. Maître Lefebvre écoutait sans m'interrompre.
les mains jointes sous son menton. Quand j'ai terminé, il a poussé un long soupir. « Madame Dubois, ce que vous me décrivez est très grave. Votre fils a commis plusieurs infractions. Il a ouvert un dossier. Et ce n'est pas tout. » Mon estomac s'est serré. « Comment ça? En août, un homme s'est présenté ici. Il s'est identifié comme Thomas Dubois, votre fils. Il m'a dit que vous étiez gravement malade, que vous ne pouviez pas vous déplacer. Il demandait s'il pouvait gérer la succession à votre place. J'ai senti le sang quitter mon visage. Et je lui ai expliqué qu'il faudrait une procuration notariée vous donnant pouvoir d'agir en votre nom. Il a dit qu'il reviendrait avec ce document. Il n'est jamais revenu. Non. Maître Lefebvre m'a regardé dans les yeux. Parce qu'il ne pouvait pas obtenir votre signature sans révéler l'existence de l'héritage. Alors il a choisi une autre stratégie. Attendre que je meure. Exactement. Le mot a résonné dans le bureau silencieux comme une condamnation à mort. Maître Lefebvre a ouvert un autre dossier. Parlons de l'héritage de votre tante, les chiffres exacts. Il a sorti plusieurs documents. Madame Odette Rousseau vous lègue 180 000 € en liquidité. La maison du 8 rue des Lilas, Vaux-en-Velin. J'ai fait évaluer la propriété en juillet. Valeur estimée 120 000 €. 300 000 €. Donc au total, 300 000 €, j'ai murmuré. Exactement. Il m'a tendu un stylo. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer les démarches aujourd'hui même. Il me faut votre signature sur plusieurs documents. Les fonds seront transférés sur votre compte bancaire d'ici 2 à 3 semaines. Et la maison? Vous en devenez propriétaire immédiatement après signature. Vous pourrez la garder, la louer ou la vendre, comme vous le souhaitez. J'ai signé les papiers. Ma main tremblait un peu, mais ma signature était ferme. Quand j'ai eu fini, Maître Lefebvre s'est reculé dans son fauteuil. « Madame Dubois, je dois vous dire quelque chose. Ce que votre fils a fait constitue plusieurs délits. Détournement de courrier, tentative d'escroquerie. Vous pouvez porter plainte. » « Non, non, pas maintenant. » J'ai relevé la tête. Je veux récupérer mon héritage d'abord, le mettre en sécurité, et ensuite, je m'occuperai de mon fils moi-même. Il m'a observé un long moment. Je comprends, mais je dois vous avertir, si la situation dégénère, si vous vous sentez en danger, je ne risque rien. Thomas n'est pas violent, il est juste cupide. Le mot m'a écorché la bouche. Très bien. Maître Lefebvre a ouvert un tiroir. Il a sorti une carte de visite avec un numéro écrit au dos. Mon portable personnel, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quand. J'ai pris la carte. Nos regards se sont croisés. Merci, maître, pour tout. À la porte, il a ajouté. Madame Dubois, votre tante Odette était une femme formidable. Elle aurait été fière de vous, de votre courage. J'ai souri tristement. J'espère. Dehors, le soleil brillait toujours. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Et moi, j'avais 300 000 € qui allaient arriver sur mon compte dans 2 semaines. 300 000 € que mon fils ne toucherait jamais. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Chaque jour, je me réveillais et je me demandais « Est-ce aujourd'hui? Est-ce que l'argent est arrivé ?» Je consultais mon compte bancaire en ligne 3 fois par jour. Rien. Toujours les mêmes chiffres. 3 847 €. Ma maigre pension de retraite. Mais bientôt, il y aurait 300 000 € de plus. Le plus dur, c'était de faire semblant. Dimanche, 4 jours après ma visite chez le notaire, Thomas est venu déjeuner. Comme tous les dimanches, j'ai entendu la clé dans la serrure à midi pile. « Maman, c'est moi ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai respiré profondément, calmement. « J'arrive, mon chéri. »« Mon chéri !» Le mot m'a brûlé la langue comme du poison. Thomas est entré dans la cuisine.
45 ans, costume décontracté du dimanche, sourire éclatant. Il tenait un bouquet de chrysanthèmes jaunes. « Pour toi, maman. » Il m'a embrassée sur la joue. « Ça sent bon. Tu as fait quoi? »« Ton préféré, bœuf bourguignon. »« Parfait. » Il s'est assis à la table. Céline et les enfants ne pouvaient pas venir. Marc a un match de foot. Dommage. J'ai servi le plat. Mes mains tremblaient légèrement. J'espérais qu'il ne remarquait rien. Pendant le repas, je l'ai observé, vraiment observé. Mon fils mangeait tranquillement, me racontait sa semaine au bureau, riait de ses propres blagues. Normal, naturel. Comment pouvait-il être si calme, si détendu? Il attendait ma mort et il mangeait mon bœuf bourguignon en souriant. « Maman, ça va? Tu es bizarre. » Je me suis ressaisie. « Oui, juste un peu fatiguée, j'ai mal dormi. » Son regard s'est aiguisé, intéressé. « Mal dormi? Tu as mal quelque part? » Non, juste l'âge, tu sais. Tu devrais consulter, faire un bilan. À ton âge, c'est important. À ton âge, à ton âge, à ton âge. Combien de fois avait-il prononcé cette phrase ces derniers mois? Toujours pour me rappeler que j'étais vieille, que je pouvais mourir bientôt. Peut-être, j'ai dit en baissant les yeux sur mon assiette. Après le déjeuner, Thomas a sorti une enveloppe de sa veste. « Maman, j'ai réfléchi. On devrait vraiment parler de ton testament. Sérieusement. » Mon sang s'est glacé. Pourquoi maintenant? Parce que c'est important. Il a posé l'enveloppe sur la table. J'ai pris rendez-vous avec un notaire pour nous deux, la semaine prochaine. Tu n'as qu'à signer quelques papiers. Quels papiers? Un testament simple. Qui dit que je suis ton héritier? C'est normal, non? Je suis ton fils unique. Il a souri. Et comme ça, s'il t'arrive quelque chose, tout est clair, pas de complications. S'il m'arrive quelque chose, il voulait que je signe un testament avant que je découvre l'héritage de tante Odette. Comme ça, même si je l'apprenais plus tard, tout serait déjà légalisé en sa faveur. Malin, très malin. Je vais y réfléchir, j'ai dit doucement. Son sourire s'est crispé. Juste une seconde, puis il s'est ressaisi. Bien sûr, maman, prends ton temps, mais vraiment ce serait plus prudent, à ton âge. Encore. Il est parti vers 15 heures. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient. Mon fils, mon bébé, l'enfant que j'avais bercé, nourri, consolé pendant 45 ans. Il me regardait comme un obstacle, comme un compte en banque avec des jambes. Le lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai consulté un avocat. Maître Sophie Renard. Une femme de 50 ans, cheveux courts poivre et sel, regard intelligent. Son cabinet était près de la place Bellecour. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo. « Madame Dubois, votre fils a commis plusieurs infractions graves. »« Je sais, le notaire me l'a dit. »« Vol de courrier, article 432-9 du Code pénal. Jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. » Elle a continué. Tentative d'escroquerie en se présentant chez le notaire. Violation de correspondance, changement de serrure sans autorisation. Je ne veux pas le mettre en prison. Je comprends, c'est votre fils. Elle s'est penchée en avant, mais vous devez vous protéger, juridiquement, financièrement. Comment? D'abord, dès que l'argent arrive sur votre compte, transférez-le sur un nouveau compte, dans une autre banque, une banque dont votre fils ne connaît pas l'existence. D'accord. Ensuite, faites un testament, chez un autre notaire, pas celui de votre fils. Désignez vos héritiers comme vous le souhaitez. Je veux que mes petits-enfants héritent, pas Thomas. Elle a hoché la tête. C'est possible.
On peut créer un trust. L'argent ira à vos petits-enfants à leur majorité ou à 25 ans. Votre fils n'y touchera jamais. L'idée m'a plu. Et pour ma confrontation avec lui? Faites-le dans un lieu public si possible, ou chez vous, mais avec un témoin. Elle a réfléchi. Enregistrez la conversation si vous pouvez. Légalement, c'est admissible puisque vous êtes partie prenante. Je suis sortie de son cabinet avec un plan clair. Attendre l'argent, le sécuriser, puis confronter Thomas. Les jours ont passé, lentement, douloureusement. Je vérifiais mon compte bancaire 3 fois par jour. Rien. Thomas a appelé 2 fois. « Alors, maman, tu as réfléchi pour le testament ?» « J'y pense, mon chéri. »« Ne tarde pas trop, c'est important. »« Pour toi, oui. » Le 3 novembre, un mercredi, j'étais à la bibliothèque quand mon téléphone a vibré. Un SMS de ma banque, virement reçu, 180 000 zérés. J'ai dû m'asseoir. 180 000 €. C'était réel. Le soir même, j'ai appelé Maître Lefebvre. Les liquidités sont arrivées, j'ai dit. Et pour la maison? L'acte de propriété est prêt. Vous pouvez passer le signer demain. La maison est à vous. 300 000 €. À moi. Pas à Thomas. Le lendemain, je suis allée dans une autre banque, le Crédit Agricole, à l'autre bout de Lyon. J'ai ouvert un nouveau compte. J'ai transféré les 180 000 €. Puis je suis retournée chez le notaire. J'ai signé pour la maison de Vaux-en-Velin. Propriétaire. J'étais propriétaire de 300 000 €. Le vendredi soir, j'ai envoyé un SMS à Thomas. « Mon chéri, on peut se voir samedi? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Pour le testament, j'ai pris ma décision. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. « Super, maman, je viens déjeuner. Midi? » Parfait. J'ai regardé mon téléphone longuement. Demain, je confronterai mon fils. Je lui montrerai ce qu'il avait fait. Et je lui dirai qu'il n'aurait jamais mon argent. J'ai préparé le dossier, la lettre reconstituée, les documents du notaire, la déclaration de la secrétaire sur le faux numéro, la photo du verrou changé. Tout était prêt. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de la colère. Froide, déterminée. Mon fils allait apprendre que sa mère n'était pas encore morte. Samedi, 11h30. J'avais mis la table pour 2, nappe blanche, couverts en argent que maman m'avait légués, serviettes en tissu pliées avec soin. Comme pour un repas d'adieu. Parce que c'était ça. Le dossier était sur le buffet, caché derrière le vase de fleurs. Prêt. Mon téléphone était dans ma poche, en mode enregistrement audio. Maître Renard m'avait conseillé de tout enregistrer. À midi pile, la clé a tourné dans la serrure. « Maman, c'est moi. » Thomas est entré, sourire aux lèvres. Il portait un attaché-case en cuir noir. « Bonjour, mon chéri. » Il m'a embrassée. J'ai senti son eau de Cologne, la même que son père portait. Ça m'a fait mal. J'ai apporté les papiers pour le testament. Il a dit en tapotant l'attaché-case. « Le notaire a tout préparé. Tu n'as qu'à signer. Simple et rapide. »« Assieds-toi, » j'ai dit calmement. « On va parler d'abord. » Bien sûr. Il s'est installé, décontracté. « Tu as bien réfléchi? » Oh oui, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai servi le poulet rôti, pommes de terre, haricots verts. Ses doigts tapotaient légèrement sur la table, impatients. « Alors, tu es d'accord pour le testament? Mange d'abord, on parlera après. » Il a froncé les sourcils, mais a obéi. Nous avons mangé dans un silence tendu. Je le regardais, il évitait mon regard. Savait-il? Avait-il senti quelque chose? Après le plat principal, j'ai débarrassé. J'ai apporté le café, 2 tasses. Puis je suis allée chercher le dossier. Thomas a vu le dossier. Son regard s'est figé une seconde, puis il a souri. « Qu'est-ce que c'est? » Sans un mot, j'ai ouvert le dossier. J'ai sorti la première pièce, la lettre reconstituée.
Je l'ai posé devant lui sur la table. Il est devenu blanc, complètement blanc. C'est quoi? Tu sais très bien ce que c'est. Ma voix était calme, glaciale. La lettre du notaire, celle que tu as déchirée, celle que tu as jetée dans mes poubelles. Ah maman, Tais-toi. J'ai sorti le deuxième document. L'attestation de la secrétaire de Maître Lefebvre. Elle a appelé 3 fois pour me joindre, sur le 06 42 18 95 33. Ton numéro, Thomas. Pas le mien. Ses mains ont commencé à trembler. Troisième document. La photo du verrou de ma boîte aux lettres, changée en juillet, sans ma permission, par toi. Quatrième document. Le témoignage de Madame Chen, ma voisine. Elle t'a vu changer le verrou. Le 25 juillet, 2 jours après l'envoi de cette lettre. Cinquième document. La déclaration de Maître Lefebvre. Tu t'es présenté à son cabinet en août. Tu as dit que j'étais gravement malade, que tu voulais gérer la succession à ma place. Thomas ne disait plus rien. Il fixait les documents comme s'ils allaient disparaître. Et enfin, j'ai sorti le dernier papier. Mon relevé bancaire, daté du 3 novembre, 180 000 € reçus, de la succession d'Odette Rousseau. J'ai posé tous les documents devant lui en ligne. Une accusation muette. 180 000 €, Thomas. Plus la maison de Volan-Velin. Valeur, 120 000 €. Total, 300 000 €. Il a fermé les yeux. Tu as intercepté le courrier, changé ma serrure, changé mon numéro de téléphone dans le dossier du notaire. Tout ça pour que je ne sache jamais que tante Odette m'avait laissé un héritage. Maman, parce que tu attendais. Ma voix s'est brisée légèrement. Tu attendais que je meure, sans avoir réclamé ces 300 000 €. Et alors, comme mon seul héritier, tu toucherais tout. L'héritage de tante Odette plus mon appartement. 500 000 €. Ce n'est pas... Si, j'ai crié. Pour la première fois. C'est exactement ça. Tu as attendu ma mort, comme on attend un héritage de Noël. Thomas a enfoncé son visage dans ses mains. Je ne voulais pas te faire de mal. Me faire de mal? Les larmes coulaient maintenant. Thomas, tu as volé mon courrier. Tu as comploté pour me voler 300 000 €. Tu m'as poussé à faire un testament alors que tu savais, toi, qu'il y avait cet argent. On a des dettes, il a murmuré. Le crédit de la maison, les études des enfants. Et alors? Alors, ça justifie de voler ta mère? Il a levé les yeux, rouges, mouillés. Je ne voulais pas te tuer, maman. Je le jure. Je voulais juste attendre. Tu as 71 ans. C'est normal de penser à ma mort? J'ai ri. Un rire amer. Oui, c'est normal de penser à la mort de ses parents, mais pas d'en faire un plan d'affaires. Pardon. Il pleurait maintenant. Vraiment. Pardon, maman. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était Céline qui... Ne rejette pas la faute sur ta femme. Je me suis assise en face de lui. Tu es un adulte. Tu as fait des choix horribles. Qu'est-ce que tu vas faire? Sa voix était petite, effrayée. La police? Non. J'ai essuyé mes larmes. Pas la police. Tu sais pourquoi? Il a secoué la tête. À cause de Marc et Léa, tes enfants, mes petits-enfants. Ils ne doivent pas voir leur père en prison. Il a expiré, soulagé. Mais voilà ce qui va se passer. Ma voix était redevenue dure. Écoute bien. J'ai sorti une autre feuille, mon Nouveau Testament. J'ai fait un Nouveau Testament, chez un autre notaire. Tout mon argent, les 300 000 € de tante Odette plus mon appartement, ira à Marc et Léa. Dans un trust, jusqu'à leurs 25 ans. Thomas a ouvert la bouche. Je l'ai arrêté d'un geste. Toi, tu recevras 50 000 €.
Exactement la somme que je t'ai donnée pour ta première maison il y a 15 ans. On est quitte. Maman. 3. Tu peux voir Marc et Léa, une fois par mois, chez moi. Je ne veux pas les priver de leur grand-mère. Mais Céline et toi, vous n'êtes plus les bienvenus pour les repas de famille. S'il te plaît. 4. Entre nous, c'est fini. Les mots m'ont déchiré. Je ne suis plus ta mère, pas celle qui te fait confiance, pas celle qui t'aime inconditionnellement. Tu as tué ça, toi. Non. Il a tendu la main vers moi. Maman, je t'en supplie, je vais changer, je vais... Sors. Ma voix a résonné dans l'appartement. Thomas s'est levé, tremblant. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolée, tellement désolée. Moi aussi. J'ai détourné les yeux. Moi aussi, je suis désolée. Désolée d'avoir élevé un fils qui attendait ma mort pour être riche. Il a attrapé son attaché-case, s'est dirigé vers la porte, s'est retourné une dernière fois. « Je t'aime, maman. » Je n'ai pas répondu. La porte s'est fermée. Je me suis effondrée sur ma chaise. Mon fils était parti, et il ne reviendrait jamais vraiment. 6 mois ont passé. C'est le printemps maintenant. Mais les lilas fleurissent dans mon jardin. Leur parfum entre par la fenêtre ouverte de mon atelier pendant que je peins. Mon atelier, ces mots me font encore sourire. Je vis en Provence désormais, un petit village près d'Aix-en-Provence. Population, 800 habitants, une boulangerie, un café, une église et ma maison. Je l'ai achetée en décembre, avec l'argent de la vente de la maison de Tante Odette à Vaux-en-Velin. 120 000 € que j'ai ajoutés aux 180 000 de l'héritage. J'ai payé cette maison provençale 180 000 €. Pierre bleue, volets bleus, jardin avec des oliviers et des lavandes. Ma maison a 71 ans. Jamais je n'aurais imaginé recommencer une vie à cet âge. Mais Thomas m'a forcé à choisir, mourir lentement dans mon appartement de Lyon ou vivre. J'ai choisi de vivre. Le matin, je me réveille avec le soleil. Pas de réveil. Juste la lumière dorée qui entre par ma fenêtre. J'entends les oiseaux. Le clocher de l'église qui sonne 7 heures. Je prends mon café sur la terrasse, face aux collines, face à la vie. 3 fois par semaine, je vais à mon cours de peinture à Aix-en-Provence. Aquarelle. J'ai commencé en janvier. Je suis la plus âgée du groupe, mais pas la moins douée. Mon professeur, Mathieu, un jeune homme de 35 ans avec une queue de cheval, dit que j'ai un œil. Jacqueline, vous voyez les couleurs différemment. C'est un don. Un don. À 71 ans, je découvre que j'ai un don. J'ai aussi voyagé. En février, je suis allée en Italie. Rome, Florence, Venise. 10 jours, seule. J'ai marché dans les rues pavées, mangé des glaces, visité des musées. J'ai dormi dans de petits hôtels avec vue sur les canaux. Seule, mais pas seule, libre. En juin, je pars au Portugal, Lisbonne, puis Porto. Peut-être descendre jusqu'à l'Algarve, 15 jours cette fois. Avec mes 300 000 €, je peux me le permettre. Les week-ends, parfois, des voisins m'invitent à dîner. Madame Blanc, 68 ans, veuve comme moi. Monsieur et Madame Ferrer, un couple de retraités espagnols. On boit du rosé, on rit, on parle de tout et de rien. Ils ne savent pas ce qui m'est arrivé. Ils me connaissent comme Jacqueline, la dame de Lyon qui peint des aquarelles. C'est suffisant. Et puis, il y a Marc et Léa. Mes petits-enfants viennent pendant toutes les vacances scolaires. Marc a 17 ans maintenant. Léa, 15. Ils dorment dans la chambre d'amis que j'ai aménagée spécialement pour eux. On fait des randonnées dans les collines. On cuisine ensemble. Le soir, on joue aux cartes sur la terrasse. Je leur ai expliqué tout. Pourquoi je suis partie de Lyon. Pourquoi leur père ne vient plus me voir.
Marc a pleuré. « Grand-mère, papa regrette tellement. » « Je sais, » j'ai dit, « mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. » Léa était plus directe. « Papa est un con. »« Léa, c'est vrai, il voulait ton argent. Il attendait que tu meures. C'est dégueulasse. » Je l'ai serré dans mes bras. « Ton papa a fait une grosse erreur, mais il reste ton papa. Tu peux l'aimer, je ne t'en empêche pas. Mais toi, tu ne peux pas lui pardonner? Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je leur paie des bourses d'études. 1 000 € par mois à chacun. Pour leurs livres, leurs sorties, leur indépendance. Ils n'ont pas besoin de demander d'argent à Thomas et Céline. Étudiez bien, soyez libres, soyez honnêtes, je leur dis. Ils comprennent le message. Thomas, on se parle 1 fois par mois, par téléphone, 10 minutes maximum. Bonjour maman, comment vas-tu? Bien Thomas, et toi? Bien, le travail, les enfants vont bien. Ils t'ont dit pour les notes de Marc? Oui, il m'appelle souvent. Silence gêné. Maman, je pourrais venir te voir? Non. S'il te plaît. Non, Thomas. Chaque fois, il demande. Chaque fois, je refuse. Céline m'a écrit 2 lettres. Des excuses interminables. Jacqueline, tout est ma faute. J'ai poussé Thomas. Nous avions des problèmes financiers. Je n'ai pas répondu. Maître Renard, mon avocate, a finalisé le testament en janvier. Marc et Léa hériteront de tout à mes 25 ans. 700 000 € environ. Mon appartement de Lyon, plus ce qui reste de l'argent de tante Odette. Thomas touchera ses 50 000 €. Pas un centime de plus. Il a signé les papiers sans protester. Il n'avait pas le choix. Parfois, la nuit, je me réveille et je pense à lui. À mon petit garçon, celui que je tenais dans mes bras, celui qui disait « Je t'aime, maman », avec ses yeux brillants d'enfant. Où est-il passé? Quand est-ce que l'argent est devenu plus important que l'amour? Je ne sais pas. Et peut-être que je ne saurai jamais. Mais je sais une chose. Je ne mourrai pas en attendant qu'il redevienne le fils que j'ai perdu. Je vais vivre pour moi. C'est un mardi après-midi de mai. Je suis dans mon jardin. Mon chevalet est installé sous l'olivier. Je peins les collines au loin, les teintes mauves de la lavande qui commence à fleurir. Mon téléphone sonne. Je regarde l'écran. Thomas. Je le laisse sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La messagerie se déclenche. Je repose le téléphone. Je reprends mon pinceau. Le violet, puis le bleu. Une touche de blanc pour la lumière. Mathieu a raison. Je vois les couleurs différemment maintenant. Peut-être parce que j'ai regardé la mort en face. Pas la mienne, mais celle que mon fils attendait. Et j'ai choisi la vie. À 71 ans, j'ai découvert que la vie peut recommencer. Qu'on peut être trahi par ceux qu'on aime le plus. Qu'on peut survivre à ça. Et même être heureuse. Le soleil descend doucement vers l'horizon. Les cigales chantent. L'odeur du thym et du romarin flotte dans l'air chaud. Je pose mon pinceau. Je recule de quelques pas pour admirer ma toile. C'est bon. Pas parfait, mais bon. Comme ma vie maintenant. Pas parfaite, mais bonne. Et surtout, c'est ma vie. Je souris. Je suis Jacqueline Dubois. J'ai 71 ans. Mon fils a attendu ma mort. Mais je suis vivante. Bien vivante. Et c'est la plus belle revanche. 1 an plus tard, Jacqueline expose ses aquarelles dans une galerie d'Aix-en-Provence. Marc entre à l'université. Léa obtient son baccalauréat avec mention. Thomas envoie toujours des messages. Elle ne répond toujours pas. Mais parfois, très rarement, elle se surprend à penser « peut-être un jour ». Pas aujourd'hui, pas demain. Mais peut-être un jour.